Bonjour, je suis le docteur Maurice Nguépé, germaniste et anthropologue. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de littérature ou d'anthropologie, mais de psychanalyse et de philosophie. Il s'agit donc d'une conférence dont le thème est la toute-puissance de la conscience et la preuve de l'inexistence de l'inconscient. En effet, il y a de cela un mois, en septembre 2020 dernier, j'ai été interpellé par Sylvestre Hassan Gueffard, psychologue, pour apporter des réponses aux questions qu'on se pose au sujet de mon livre intitulé La toute-puissance de la conscience. Dans ce livre, j'affirme que l'inconscient n'existe pas, que le rêve, les actes manqués et les lapsus sont des productions de la conscience. En 25 ans de recherche et d'expérimentation sur 3 continents, j'ai travaillé à l'élaboration des catégories d'analyse pour le démontrer à travers une nouvelle science que j'ai baptisée la psychologie tridimensionnelle. Alors, les deux questions qui m'ont été posées par Sylvestre Hassan Gueffard sont: la première, qu'est-ce que la psychologie tridimensionnelle? La seconde, quels sont les arguments théoriques et pratiques qui me permettent d'affirmer haut et fort que l'inconscient n'existe pas? Avant de répondre à ces questions, je vais d'abord, dans une première partie, définir ce que c'est que la science et montrer comment on procède scientifiquement pour rendre rationnel le fonctionnement d'un objet. Par la suite, je vais présenter le contenu de la psychanalyse classique dont Sigmund Freud est le père. Dans la troisième partie, je vais présenter la psychologie tridimensionnelle et montrer scientifiquement comment la conscience humaine procède pour produire les phénomènes tels que les rêves, les actes manqués, les actes dits manqués et les lapsus. Commençons donc par la première partie. Qu'est-ce que la science? La science, c'est la description du fonctionnement d'un objet. Voilà, c'est tout simple comme définition. Mais comment fait-on cette description? Pour décrire le fonctionnement d'un objet, il faut, dans un premier temps, prendre le temps de l'observer. Puis, dans un second, tout faire pour identifier les éléments qui le constituent. En troisième lieu, il faut décrire les relations qui existent entre ces éléments, car c'est le tissu de relations existant entre eux qui conditionne l'existence de l'objet. De ce tissu de relations, il faut, dans un quatrième temps, déduire les lois ou les règles de fonctionnement de l'objet. Prenons l'exemple de l'eau, l'eau que nous buvons. Si nous voulons comprendre scientifiquement ce que c'est que l'eau, il faudra l'observer attentivement, ensuite être capable d'identifier les éléments qui la constituent, à savoir l'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Ceci signifie que si nous éliminons l'oxygène, nous n'avons pas l'eau. Et si nous éliminons l'hydrogène, il ne reste que l'oxygène et nous n'avons toujours pas l'eau. Ainsi, pour décrire cet objet que nous appelons eau, il nous faut être capable de percevoir ces deux éléments constitutifs et décrire la relation qui existe entre eux, puisque sans cette relation, l'eau n'existerait pas. Une fois que nous avons ainsi saisi et décrit cette relation, nous énonçons dans la règle eau égale H2O. Faire la science, c'est donc cela. C'est identifier les différents éléments constitutifs d'un objet et décrire les types de relations qui existent entre eux. Mais là n'est que la toute première étape. Dans la seconde étape de la démarche scientifique, il faut absolument inventer des concepts qui rendent compte du comportement de chacun de ces éléments. Et c'est là l'exercice le plus exigeant et le plus passionnant. Exemple. Considérons la langue que nous parlons comme un objet de recherche scientifique. Si la question nous était posée de savoir combien d'éléments constituent la langue, nous dirions qu'il en existe 8, à savoir
l'article, l'adjectif, le nom, le verbe, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Ceci signifie que chaque fois que nous parlons une langue, nous faisons la combinaison de ces 8 éléments. Maintenant, si nous considérons la phrase simple suivante, Joseph mange la banane. Alors, nous observons qu'elle contient 3 éléments de la langue, à savoir 2 noms, Joseph et banane, un verbe, mange, et un article, la. En ce qui concerne les 2 noms, Joseph et banane, on peut remarquer qu'ils n'ont pas le même comportement. Le premier, Joseph, exerce une action sur le second, banane, pendant que le second subit la dite action. On va donc appeler le premier sujet et le second complément. On observe bien que ces 2 concepts, sujet et complément, qui permettent de rendre compte du comportement de chacun des 2 noms, ne font pas partie des éléments de la langue mentionnés plus haut. En science, on les appelle plutôt des catégories d'analyse. Pour résumer, la science, c'est donc quoi? C'est l'observation de l'objet, l'identification des éléments constitutifs de cet objet, la description du comportement de ces éléments et des relations existant entre eux au travers des catégories d'analyse élaborées par le chercheur. Et enfin, déduction des règles ou des lois de fonctionnement de l'objet. Maintenant que nous avons défini ce que c'est que la science, allons voir si Sigmund Freud, le père de la psychanalyse classique, avait suivi cette démarche. Et là, nous tombons dans la deuxième partie de notre conférence intitulée « La psychanalyse classique comme science ». Alors, nous venons de voir que la démarche scientifique passe par 4 étapes principales qui sont 1. Observation de l'objet à étudier. 2. Identification des éléments constitutifs de cet objet. 3. Description des relations qui existent entre eux au moyen des concepts ou catégories d'analyse élaborées par le chercheur. 4. Élaboration des règles ou des lois. D'emblée, répondons par l'affirmative. Freud, le père de la psychanalyse, procède scientifiquement. Il choisit l'objet de son analyse, qui est le psychisme humain, appelé aussi la psyché. Une fois cet objet trouvé, il observe les éléments qui le constituent et en identifie 3, qui sont la conscience, ou alors le conscient, l'inconscient et le subconscient. Puis, il s'engage à élaborer des concepts, c'est-à-dire des catégories d'analyse pour décrire leur comportement. Et ce sont le moi, le ça et le surmoi. Le moi, c'est l'homme tel qu'il est et tel qu'il se perçoit. La perception que l'homme a de lui-même étant consciente, la catégorie du moi permet de décrire le contenu de la conscience. Le ça, c'est l'ensemble de ses désirs refoulés. C'est donc une catégorie avec laquelle Freud décrit le contenu de l'inconscient où sont refoulés ses désirs. Quant au surmoi, c'est l'ensemble des interdits sociaux. Il représente donc l'institution suprême qui édicte les règles de vie à respecter dans la société. Ces règles-là ont leur siège dans le subconscient. Alors, on voit bien que Freud procède scientifiquement en identifiant les 3 éléments qui constituent la psyché, qui est son objet d'analyse, et en élaborant des catégories d'analyse pour décrire leur comportement. Ainsi, à la conscience correspond la catégorie du moi, à l'inconscient correspond la catégorie du ça, et au subconscient correspond celle du surmoi. Ce qui est fondamental ici, c'est que des 3 éléments constitutifs de la psyché que Freud a identifiés et décrits, les productions de la conscience ne sont pas l'objet de son étude. Ce qui importe pour lui, c'est l'élément appelé l'inconscient. Et il postule que les rêves, les actes manqués et les lapsus en sont des productions.
Maintenant, il ne lui reste plus qu'à démontrer comment cela est possible. Pour ce faire, il décrit les relations qui existent entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Ce faisant, il trouve que la conscience est le lieu où se passent tous les événements de notre quotidien et qui répondent à nos attentes et à nos désirs. Si ces désirs ne trouvent pas satisfaction à cause de la censure de la société appelée le surmoi, alors il retourne séjourner dans l'inconscient. L'inconscient est donc le lieu où siègent les désirs refoulés et insatisfaits. Mais puisqu'ils y continuent leur vie, ils rejaillissent de temps en temps sous forme de rêves, d'actes manqués et de lapsus. Prenons l'exemple d'une personne nommée Monique pour le démontrer. Si Monique, au lieu d'appeler Pierre par son nom, l'appelle plutôt Paul, ceci signifie qu'avant, elle était avec Paul et que la relation avec ce dernier n'était pas encore achevée. Appeler Pierre Paul est la preuve freudienne que le désir de la relation avec lui se satisfait à travers ce lapsus. Et puisque ce lapsus n'est pas voulu, il devient, pour Freud, une production de l'inconscient. La même relation avec Paul, au lieu d'être satisfaite à travers un lapsus, peut l'être à travers un rêve. À ce niveau, au lieu de rêver de Pierre, elle rêvera ou alors elle verra Paul dans son rêve. De ce constat, Freud affirme que la satisfaction d'un désir agit comme une thérapie pour le psychisme humain. L'individu au désir censuré par le surmoi est une sorte de malade. Il souffre de névrose et c'est la satisfaction de son désir qui le guérit. La psychanalyse classique est, de ce point de vue, conçue comme procédé médical. C'est pourquoi Freud en fait la science expérimentale de traitement des maladies mentales. Et en le faisant, il cherche un autre moyen pour accéder à l'inconscient. Il ne veut plus attendre que le rêve, le lapsus ou les actes manqués se produisent inconsciemment pour servir de thérapie naturelle. Il va donc essayer d'accéder à l'inconscient psychique par un autre procédé qu'on appelle l'hypnose. Mais l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose est un procédé psychiatrique qui consiste à mettre le patient dans une pièce calme et légèrement sombre afin de le plonger dans un état de mi-sommeil, mi-éveil. Puis, à partir des questions bien ciblées, le psychanalyste le pousse à révéler son passé. Le patient alors amené à dire tout ce qui lui sort de la tête, et ce pendant une longue période. De sorte que, révélant les événements de son passé, il fait ressortir au niveau de la conscience ses désirs refoulés, se libérant ainsi de leur poids. Le patient, désormais conscient de ses désirs ou des chaînes enfouies qui troublaient sa vie intérieure, retrouve sa santé. Et c'est là l'un des arguments les plus forts du postulat de l'existence de l'inconscient chez Freud. Voilà donc la psychanalyse classique expliquée de la façon la plus simple. Toutefois, la description du psychisme humain telle que présentée par Freud permet-elle de rendre compte de son réel fonctionnement? Puisque la description de tout objet dépend des outils utilisés pour le mesurer, ne peut-on pas, à partir de tout nouveaux angles d'observation, élaborer d'autres types de catégories d'analyse pour rendre compte du fonctionnement du psychisme humain? Telle est la question fondamentale, légitime dans toute démarche scientifique à laquelle j'ai bien voulu répondre à travers la nouvelle théorie dénommée psychologie tridimensionnelle qui constitue la matrice de ce livre, La toute-puissance de la conscience. Alors, contrairement à Freud, qui pense que les rêves, les actes manqués et les lapsus sont des productions de l'inconscient,
J'affirme que ce sont plutôt des productions de la conscience. L'objet de l'analyse est le même ici, à savoir le psychisme humain, ou alors la psyché. C'est pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi le nom de psychologie tridimensionnelle est-il préféré à celui de la psychanalyse? Parce que simplement la constitution du psychisme humain, de mon point de vue, est tributaire de sa relation au monde extérieur qui est tridimensionnel. Nous entrons là dans la troisième partie de notre conférence et nous allons le découvrir. Et cette partie est intitulée La psychologie tridimensionnelle comme science. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler des trois dimensions de l'espace et de leur incidence sur le déploiement des facultés de la conscience. Si nous considérons l'espace qui nous entoure comme un objet scientifique à analyser, alors nous constaterons qu'il est fait en trois dimensions, à savoir la verticalité, l'horizontalité et la profondeur. Le fait que l'espace se présente à nos yeux sous trois dimensions a pour conséquence que le regard que nous portons sur lui prend trois formes. D'abord, il est unidimensionnel. L'unidimensionnalité, c'est quoi? C'est une situation exprimant le mouvement d'un regard qui va du sujet à l'objet en traçant une ligne droite sans épaisseur. Un tel regard produit au niveau de la conscience un simple jugement de reconnaissance dont le but est de donner de l'objet observé la seule définition de ce qu'il est. Exemple, un homme est un homme. Un homme est un être humain. En philosophie, ce jugement de reconnaissance est appelé jugement analytique. De cette observation, nous élaborons donc la catégorie de conscience analytique. À l'unidimensionnalité de la relation du sujet à l'objet succède la bidimensionnalité de l'observation des dimensions de celui-ci. Autrement dit, l'œil ne reste pas éternellement figé sur un point de l'objet. Il déplace son regard sur plusieurs autres points du même objet pour en saisir les contours de la surface plane. L'objet s'offre alors à lui à partir de deux points ou alors de deux dimensions, la base et la hauteur ou la longueur et la largeur. Dès lors, la conscience qui observe deux points distincts et distants connaît une nouvelle mutation. Elle rentre dans un mouvement de synthèse de données et devient synthétique. Et contrairement au jugement analytique qui définit l'homme comme un être humain, le jugement synthétique le définira comme le produit de la rencontre entre une femme et un homme. En philosophie, ce jugement de synthèse de données est appelé jugement synthétique. Et c'est pourquoi, de cette observation, nous élaborons la catégorie de conscience synthétique. La tridimensionnalité, enfin, est un état caractérisé par l'apparition d'un espace intérieur à l'objet qu'on appelle la profondeur. Pour construire une figure en trois dimensions, par exemple, l'architecte trace des lignes de fuite qui, se déployant en perspective, font ressortir toute la morphologie de l'objet, de sorte qu'il n'est plus perceptible, uni et bidimensionnellement, mais plutôt tridimensionnellement. La tridimensionnalité, c'est donc l'objet représenté dans la totalité de sa verticalité, de son horizontalité et de sa profondeur. La totalité représente donc l'ensemble des lois de l'existence de l'objet et a une incidence majeure sur la conscience qui est dès lors capable de les utiliser pour exprimer et reconstruire les symboles des réalités vécues, aussi bien à travers les rêves, les lapsus, les actes dits manqués, qu'à travers les productions de la civilisation. C'est pourquoi, de cette observation, nous élaborons notre troisième catégorie d'analyse, à savoir la conscience transcendantale.
Le jugement de la conscience analytique est donc empirique, tout comme l'est celui de la conscience synthétique. Celui de la conscience transcendantale ne l'est cependant pas, puisqu'elle n'utilise plus les faits de l'expérience, mais plutôt les règles synthétisées dans la conscience synthétique pour créer son propre champ de représentation virtuelle. Il en résulte que si l'espace n'était pas tridimensionnel, la conscience humaine fonctionnerait différemment. On en conclut que ce sont les formes de perception unies, bi- et tridimensionnelles qui déterminent les aptitudes de la conscience à formuler des jugements analytiques, synthétiques et transcendantaux et à reconstruire symboliquement le monde. Au regard de ce qui vient d'être décrit, on peut bien observer que les facultés de la conscience ne sont pas données à l'avance. Elles naissent de l'interaction avec l'espace tridimensionnel. Le schéma de son fonctionnement est le suivant. En premier lieu, la conscience analytique observe, à partir de son regard unidimensionnel, l'objet ou le phénomène. Il le reconnaît par son nom, par sa simple définition, formulant ainsi un jugement analytique a posteriori. En deuxième lieu, la faculté analytique se met en veille, cède la place à la faculté synthétique et son regard devient bidimensionnel, puisqu'il ne se fixe plus sur un seul point, mais sur plusieurs pour en saisir les contours. La conscience, devenue synthétique, rassemble alors plusieurs données empiriques et les synthétise pour élaborer les règles de fonctionnement de l'objet. C'est le début d'une nouvelle connaissance rendue possible par la formulation d'un jugement synthétique a posteriori. En troisième lieu, la faculté synthétique se met en veille et cède la place à la faculté transcendantale. Le regard ou alors le jugement ici est tridimensionnel, c'est-à-dire global, puisque la conscience a désormais la main mise sur la totalité des lois de fonctionnement de l'objet et peut dès lors accéder au dépassement, c'est-à-dire à la transcendance. La conscience, devenue transcendantale, tient désormais des métadiscours en reconstruisant à partir des règles qu'elle détient de la conscience synthétique un mode de représentation virtuelle, à savoir les rêves, les actes symboliques, les lapsus, les intuitions diverses. Maintenant, parlons du temps et voyons son impact sur les facultés de la conscience. En ce qui concerne la notion de temps, il importe de le subdiviser en deux grandes catégories, à savoir le temps relatif et le temps absolu. Le temps relatif, c'est quoi? C'est celui dont la perception s'étend aux trois dimensions du passé, du présent et du futur. Le temps relatif est donc lui aussi tridimensionnel et sa tridimensionnalité est produite par la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil. Si cette rotation n'avait pas existé, il aurait été difficile de percevoir un passé, un présent et un futur. Si la Terre était statique, le temps serait indivisible et son caractère absolu serait une évidence. D'ailleurs, d'après des calculs très concordants, 100 années d'une existence terrestre correspondraient à 7 jours seulement, à l'échelle d'une vie passée hors du système solaire et soumise à la vitesse de la lumière, puisque dans un tel contexte, la Terre n'est plus le repère et la lecture du temps n'est plus soumise au changement des jours et des nuits. Hors du champ terrestre et à l'échelle de l'univers, le temps est donc absolu et indivisible. C'est pourquoi il est logique d'affirmer que l'existence a priori des faits se déroule à l'échelle de l'absolu. Mais dès lors que l'homme commence à observer les phénomènes, ceux-ci acquièrent une nouvelle existence. Le temps absolu cède la place au temps relatif de la conscience analytique et synthétique qui observe et synthétise les phénomènes observés au moyen des catégories de la tridimensionnalité temporelle. Dit d'une autre manière, les phénomènes qui existent
antérieurement au moment de leur perception par l'homme sont de l'ordre de l'absolu. Car avant cette perception, leur évolution ne suivait pas de subdivision temporelle de type passé, présent, futur. Il y a donc lieu de noter que la notion de tridimensionnalité ne peut être perçue et comprise qu'à l'échelle du temps relatif de la Terre. Maintenant que nous avons décrit l'espace et le temps, voyons les règles régissant l'interaction entre les deux et l'impact de cette interaction dans la formation des facultés de la conscience. La combinaison de l'espace et du temps favorise l'émergence des lois de la nature. Dans l'espace et le temps, les phénomènes émergent en fonction de certaines constantes, suivant une fréquence harmonieuse et une certaine régularité. L'apparition des phénomènes et leur fonctionnement dans l'espace et le temps n'est donc pas le fait du hasard, mais essentiellement le produit de la nécessité naturelle, puisqu'elle repose sur des lois identifiables. La première de ces lois est celle de la causalité, qui est énoncée par une maxime devenue sagesse populaire, à savoir, sous les mêmes conditions initiales, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour percevoir la loi de causalité, il suffit d'observer la régularité de l'émergence des phénomènes. Lorsque deux phénomènes émergent de façon régulière, à l'observation, on se rend compte que l'un est la cause de l'autre et que l'autre est l'effet, et vice-versa. La deuxième loi, maintenant, est celle de la simultanéité. En effet, la régularité de l'apparition de deux phénomènes entraîne nécessairement le principe de simultanéité, c'est-à-dire la coïncidence de leur émergence. Il faut noter cependant que l'émergence simultanée des phénomènes se produit à l'échelle du temps et de l'espace absolu. Au niveau du temps, nous venons de voir que l'hier, l'aujourd'hui et le demain n'ont jamais, à proprement parler, existé, puisqu'ils ne sont que des subdivisions relatives dues à la rotation de la Terre autour d'elle-même. Et donc, en éliminant cette rotation, on constaterait qu'en réalité, le temps ne représente qu'une seule et même entité à l'échelle de l'absolu, d'où la loi de la simultanéité. Au niveau de l'espace, un individu peut percevoir à Chang un phénomène qui est la cause ou l'effet d'un phénomène qu'il percevra plus tard à Francfort. Mais qu'il perçoive ces deux phénomènes en deux lieux distincts n'enlève rien au fait qu'ils se soient produits simultanément, car le caractère absolu du temps, né de l'absence de la rotation de la Terre, annule la distance. Enfin, la troisième loi est celle de la circularité. Par circularité, il faut entendre le retour des mêmes causes et des mêmes effets, condition de l'existence perpétuelle de toutes les lois et du maintien de l'harmonie de l'espace et du temps. En résumé, à partir des lois naturelles de causalité, de relativité et de circularité, on peut dégager trois catégories pour une analyse tridimensionnelle des phénomènes dans l'espace et le temps, à savoir la régularité, la simultanéité et la circularité. Dit d'une autre manière, la condition de la perception de la loi de causalité est la régularité de l'émergence des phénomènes. La condition de la perception de la loi de relativité est la simultanéité de l'émergence de deux ou de plusieurs phénomènes. Le retour, c'est-à-dire la circularité de l'émergence de ces phénomènes, est la condition de la perception de la loi de circularité. Là, je viens de terminer la présentation de ce que c'est que la psychologie tridimensionnelle. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de partir de cette théorie pour décrire les mécanismes par lesquels la conscience humaine reconstruit les productions du psychisme. Je vais le démontrer à travers un acte dit manqué,
un lapsus et un rêve. Commençons par l'acte dit manqué. Commençons par un très bel exemple. Thomas a un enfant de 3 ans qu'il accompagne tous les matins à la garderie. Chaque fois qu'il arrive, il stationne la voiture en face de la garderie. Le parking de la garderie est tel que, quand il stationne, la portière côté passager fait face à la porte d'entrée de l'établissement. Chaque fois qu'il accompagne donc l'enfant, il sort de la voiture, naturellement du côté chauffeur, la contourne pour aller du côté droit, sortir l'enfant et l'amener dans sa classe. Quand il ressort de la garderie, il va tout droit vers la voiture, la contourne pour aller ouvrir la porte de l'autre côté du chauffeur, pour s'en aller. Il le fait si régulièrement, au même jour et aux mêmes heures, que sa conscience synthétique en fait une règle de fonctionnement de sa vie. Un jour, Thomas se fait conduire par son gendre. Il n'est donc plus assis sur le siège conducteur, mais plutôt à droite, sur le siège passager. Arrivé à la garderie, il ouvre sa portière, sort, ouvre celle de l'enfant assis derrière lui et va l'accompagner. Quelques minutes après, il ressort de la garderie et, au lieu d'aller tout droit vers la portière côté passager où il était assis, il contourne la voiture comme à son habitude et se retrouve du côté du chauffeur où il retrouve son gendre. Celui-ci lui demande s'il a un message ou une question pour lui. Thomas retourne sur ses pas sans dire mot, contourne de nouveau la voiture, ouvre la portière côté passager et prend place. Puis, il dit à son gendre qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il ne sait pas pourquoi il a fait le tour de la voiture. Voilà. Analysons cette scène avec les catégories de la psychologie tridimensionnelle. À bien voir, il y a 2 instances qui interagissent en Thomas. La première est la conscience synthétique, qui avait préalablement synthétisé les données de la vie de Thomas pour dégager le principe de régularité des périodes d'accompagnement de son enfant à la garderie. La deuxième instance est la conscience transcendantale, qui utilise ces règles générées par la conscience synthétique pour modifier la trajectoire et le déplacement de Thomas, créant ce phénomène que la psychanalyse classique a appelé acte manqué et que nous appelons en psychologie tridimensionnelle acte réussi. En réalité, à la sortie de Thomas de la garderie, sa conscience analytique est active. Pourquoi? Parce qu'elle perçoit la voiture et la reconnaît, la nomme. Mais la conscience transcendantale utilise les lois antérieurement formulées par la conscience synthétique dans le but de guider vers la portière chauffeur, notre cher Thomas. C'est une conscience parvenue donc à la transcendance et qui réussit dans ses calculs puisqu'elle utilise toutes les données antérieures d'accompagnement de l'enfant dans un rapport mathématique pour modifier la trajectoire de Thomas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler d'acte manqué, mais plutôt d'acte réussi de la conscience transcendantale. Quand Thomas dit ne pas savoir ce qui lui arrive, il parle de lui-même en tant que conscience synthétique. Il se demande alors comment il n'a pas pu, grâce à cette conscience synthétique, mieux évaluer la situation à la sortie de la garderie. Par cette question, il exprime sa surprise et cette surprise est le moment où il observe a posteriori la mutation de sa conscience synthétique en une institution transcendantale. Dans ce jeu de rôle entre les facultés de la conscience, si sa conscience transcendantale prend toute la place, c'est parce que la conscience synthétique avait antérieurement fait son travail de synthèse, en avait dégagé les lois et les lui avait transmises.
elle, la conscience synthétique, n'avait plus de contraintes à le refaire pour ramener Thomas à ouvrir la portière du côté passager, d'autant plus qu'elle n'avait pas été prévenue de la présence du nouvel événement caractérisé par le nouveau rôle de son gendre. La non-intervention de la conscience transcendantale à la place de la conscience synthétique, c'est-à-dire l'absence de cet acte réussi, aurait été possible si le nouvel événement, caractérisé par la présence de son gendre, avait, par la régularité de son émergence, évacué de la conscience la chaîne de causalité des événements antérieurs. Autrement dit, la seule condition pour que la conscience transcendantale de Thomas n'intervint pas pour produire le soi-disant acte manqué, eût été que son gendre l'accompagnât désormais sur une base si régulière que les lois nées de cette nouvelle régularité annulassent les précédentes. Par voie de conséquence, pour qu'un acte dit manqué ne se produise pas, il faut la présence d'un nouvel événement qui, par la régularité avérée de son apparition, évacue de la conscience la chaîne de causalité et le principe de régularité des événements antérieurs. Pour qu'ils ne se produisent pas, il faut un nouvel événement qui, avec ses propres lois et sa propre fréquence de nouveau intégrée, remplace définitivement le premier. Voilà ce que nous pouvons dire de ce phénomène psychique appelé acte manqué. Nous pouvons tous constater qu'il n'est pas le produit d'un quelconque inconscient. Sa production est le fait d'une conscience consciente de ses œuvres, d'où le titre que j'ai donné à ce livre publié en 2016, La toute-puissance de la conscience. Voyons maintenant ce qu'il en est des lapsus, avec également un exemple très intéressant que voici. Dans toutes les classes des écoles primaires, les lapsus les plus fréquents chez les jeunes enfants se produisent lorsqu'un enseignant remplace temporairement une enseignante. Je veux dire, lorsqu'un homme remplace une femme. Alors, l'élève appelle à ce moment-là l'enseignant madame au lieu de monsieur. Dans cette situation, la conscience analytique de l'élève perçoit l'enseignant remplaçant, le reconnaît en tant qu'homme et non en tant que femme. Mais cet enseignant remplaçant n'est plus, pour la conscience analytique de l'élève, intéressant en tant qu'objet d'observation. Car, bien longtemps avant son arrivée, la conscience synthétique de l'élève avait intégré le principe de régularité basé sur la description des tâches quotidiennes de l'enseignante titulaire. C'est pourquoi la conscience analytique se met en veille pour laisser la place à la conscience transcendantale afin que celle-ci utilise les règles antérieurement élaborées par la conscience synthétique pour produire le lapsus qui, ici, est la révélation de la fonction que joue l'enseignant remplaçant. Le lapsus de l'appellation de madame à la place de monsieur exprime donc un jugement transcendantal de la conscience. Il représente, dans son caractère condensé, le résultat de l'équation mathématique de la conscience transcendantale. Et ce résultat, c'est ici la fonction que l'enseignant remplaçant exerce. Par ailleurs, ce lapsus permet d'entrer dans le secret du rêve, c'est-à-dire aux sources du déguisement et du transfert des images symboliques. L'élève qui appelle l'enseignant remplaçant madame au lieu de monsieur indique
par cette appellation qu'en situation de sommeil, sa conscience transcendantale aurait construit le champ onirique, c'est-à-dire le champ du rêve, en y masquant l'enseignant remplaçant, en le féminisant ou simplement en le présentant en train de parler d'une voix de femme, indiquant par ce déguisement que le rêve porte non sur lui, mais sur le rôle de la femme qu'il joue. L'appeler madame au lieu de monsieur ne traduit donc pas un lapsus au sens de l'erreur ou de l'échec de la part de l'élève, mais révèle plutôt la capacité de la conscience transcendantale à tenir un métadiscours logique basé sur les données dont elle dispose. C'est dire qu'à l'état de sommeil comme à l'état d'éveil, l'activité de la conscience transcendantale obéit aux mêmes constances, aux mêmes principes. De ce qui vient d'être présenté, on peut noter que le moi a une triple personnalité et est tout puissant dans sa maison. À chaque moment de l'observation des phénomènes, il se définit soit comme conscience analytique, soit comme conscience synthétique, soit comme conscience transcendantale. Terminons maintenant par le rêve. Avant de faire la narration du rêve que j'ai choisi, il convient de décrire le contexte de son apparition. Dans les années 90, il y avait au département d'études germaniques de l'université de Yaoundé au Cameroun une condition d'accès au cycle de maîtrise. C'était d'obtenir au moins une fois au premier cycle une note minimale de 12 sur 20. Alors on appelle cela mention assez bien pour l'accès en classe supérieure. Alors, les étudiants se mettaient au travail dès la première année, travaillant sans relâche, dans le but d'obtenir la fameuse mention assez bien de 12 sur 20. Maurice faisait partie d'eux. C'est ainsi que, une semaine avant les résultats de fin de première année académique, il fit le rêve suivant. Maurice se trouve dans la cour de la concession de son grand-père maternel, à Tchang, au Cameroun, précisément en face de sa maison principale. Dans la réalité, cette maison est une simple bâtisse comprenant un salon et 4 chambres. Mais dans ce rêve-là, c'est un immeuble d'un étage. Maurice lève donc la tête et voit debout au balcon de l'étage 11 personnes qui le regardent. 11 personnes, 11 qui le regardent. Et il se réveille. Une semaine après ce rêve, on proclame les résultats des examens. Et la note de Maurice est 11 sur 20 et non 12 sur 20. Pourtant, c'est la note 12 qu'il cherchait. Ce n'est que l'année suivante que Maurice obtiendra la fameuse note de 12 sur 20, lui garantissant sa future place en maîtrise. Alors, en observant ce rêve, on réalise qu'il représente la construction d'une équation rationnelle, à la fois mathématique et architecturale, dont le but ultime est non la satisfaction d'un désir inassouvi, mais la production d'un résultat. Plus précisément, la production du résultat des actions quotidiennes de Maurice. En effet, ce rêve a été construit par sa conscience transcendantale. Pourquoi? Parce que sa conscience analytique avait pris le temps d'observer son travail pendant l'année académique. La conscience synthétique de Maurice avait, à son tour, synthétisé toutes les phases de ce travail pour établir, sous forme de règles et de lois abstraites, le niveau de ses compétences acquises. Il ne restait plus qu'à la conscience transcendantale d'utiliser ces règles pour transformer la maison principale de son grand-père en un immeuble d'un étage, puis placer 11 personnes au balcon du premier étage et non au rez-de-chaussée pour révéler sa réussite. On note bien que, pour décrire cette réussite,
la conscience transcendantale avait utilisé de façon autonome les lois de la géométrie, reconstruisant du bas vers le haut l'une des dimensions de l'espace, celle de la verticalité. On note aussi que pour décrire la note exacte de passage qui était de 11 sur 20, la même conscience transcendantale avait placé 11 personnes au balcon du premier étage. Pourquoi avoir choisi des personnes et non des objets? Parce que les objets sont de moindre valeur et pour cette raison ne rendent pas compte de l'importance accordée à cette note. Ainsi, en utilisant des personnes pour traduire le résultat, la conscience transcendantale visait à accorder à la note finale une valeur absolue et ainsi montrer finalement que son but n'était pas de satisfaire un quelconque désir, mais de produire le résultat des efforts fournis par Maurice. En conclusion, là nous sommes arrivés à la conclusion de notre conférence. Et nous pensons qu'il est bon de mentionner que la psychologie tridimensionnelle repose sur un ensemble de 12 notions dont 6 sont des éléments constitutifs de l'objet de la psyché, qui est notre objet d'analyse, et dont 6 autres sont des catégories d'analyse. Et les 6 qui sont des éléments constitutifs de notre psyché sont la tridimensionnalité de l'espace, à savoir l'horizontalité, la verticalité et la profondeur, la tridimensionnalité du temps, à savoir le passé, le présent et le futur. Par la suite, on a les facultés de la conscience que sont la conscience analytique, la conscience synthétique et la conscience transcendantale. J'ai montré comment la tridimensionnalité de l'espace et du temps a conditionné l'émergence de ces 3 facultés de la conscience et comment elles interagissent pour reconnaître, synthétiser et reconstruire le monde sous forme symbolique. De là, nous avons soutenu que les rêves, les actes dits manqués, que nous appelons les actes réussis, et les lapsus ne sont pas des productions de l'inconscient, mais bien plus de cette architecte toute puissante que nous appelons la conscience. Cette description des modes de fonctionnement de la conscience et des processus de production des phénomènes psychiques amène à poser de nouvelles hypothèses sur les maladies mentales, telles que la maladie d'Alzheimer et l'autisme. En effet, les facultés de la conscience, telles que définies dans la toute-puissance de la conscience, permettent de constater finalement que la maladie d'Alzheimer se présente comme le résultat de la défaillance de la faculté synthétique de la conscience en raison de la difficulté pour les sujets atteints à poser des jugements de synthèse de données. Tandis que l'autisme se présente comme la conséquence de la défaillance de la faculté analytique de la conscience, en raison de la difficulté pour les sujets atteints à poser de simples jugements de reconnaissance. J'espère que la description de cette nouvelle épistémologie, la psychologie tridimensionnelle, a répondu à vos attentes et à celles des internautes, du grand public et de la communauté scientifique, et que cela permettra de renforcer notre connaissance de ce que c'est que l'âme. Je formule surtout le vœu que l'ouverture sur le plan clinique qui a été amorcée ici au sujet de l'Alzheimer et de l'autisme amène les sciences médicinales à orienter les recherches sur les facultés de la conscience et sur leurs interactions avec l'environnement tridimensionnel. En attendant, je vous recommande fortement la lecture de ce livre, La toute-puissance de la conscience, car vous y trouverez aussi décrites
au moyen de la psychologie tridimensionnelle, d'autres catégories de rêves, le sens du déguisement et de la condensation, la valeur de l'intuition, le principe de causalité inversée, les sources médiévales de cette nouvelle science et bien d'autres choses encore. Sur ce, je vous remercie de votre très aimable attention et à très bientôt pour de nouvelles conférences. C'était votre psychanalyste, psychologue et anthropologue, Dr Maurice Nguépé.